Attention, 2 contre 1 Thierry. Pour un mec arriver en pro, il sait pas faire un 2 contre 1, c'est dur. Il y a on va jouer, il y a 2 contre 1. Est-ce que tu es plutôt à l'aise en 2 contre 1 toi ? Non, ça va. Le 2 contre 1 Sissoko. C'est pas faire un 2 contre 1, c'est dur. Nouvelle interview dans le Club des 5. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. On est très heureux, très content d'être avec vous. On est là pour une interview un peu spéciale, un profil un peu spécial, un jeune talent parti à l'étranger, très jeune, pour expérimenter la vie de footballeur à l'étranger. Maxime Bernauer est avec nous. Salut Maxime. Salut. Ça va bien ? Ça va et vous ? Ouais, impeccable. Tu connais la chaîne un petit peu ? Tu connais un peu le Club des 5 ? Je regarde ce que vous faites, c'est plutôt cool. Bon, c'est cool, ça va être sympa, ça va être un moment d'échange. Avec moi, mes copains, mes acolytes. Walid Acharchour. Bonjour Romain, bonjour Maxime, bonjour Elton, bonjour à tous. Ça va ? Ça va très très bien. Ouais. Je lui ai dit en off il y a 2 secondes, j'ai reconnu T'as reconnu sa voix ? sa voix, il a la même voix que Pierre Sage. Ceux qui suivent les conférences de presse de Pierre Sage vont s'en rendre compte très très rapidement. Mais je suis très très content de recevoir Maxime. Merci à Sharaf Ben Kerbiche pour la passe, qui nous a dit il faut que Maxime vienne au Club des 5 parce que ça peut être un crossover de grande qualité. On a discuté un peu de l'interview et des thèmes, il m'a envoyé 66 thèmes, donc ça va être intéressant d'avoir des footballeurs qui parlent comme ça et qui veulent approfondir ces sujets-là, donc je suis très content. Ça va être bien, ça va être sympa. Elton Mokolo. Bonjour Romain, bonjour Walid, et enfin bonjour Maxime, bienvenue. Ouais. Merci. Toi aussi t'es impatient ou pas ? Oui, je suis impatient parce que pour être tout à fait honnête, cette nuit, Walid il m'a envoyé conducteur et tout, et donc du coup je me suis intéressé, je fais ah ouais ok, parce que j'ai regardé, j'ai lu les ITV où tu avais été concerné, je me suis dit ah ouais, on risque de beaucoup parler là. Maxime, avant de démarrer véritablement l'interview, nous les interviews on appelle ça les 2 contre 1. Exactement. Est-ce que t'es plutôt à l'aise en 2 contre 1 toi ? En défendant les 2 contre 1. D'habitude on a des offensives. Toi t'es plus le 1 que le 2 d'habitude. Non, ça va. Ça va ? Ouais. Tu le gères bien ? Très bien. L'espace, tout ça. Ouais, tranquille. Alors avec toi, on va rappeler que tu es donc défenseur au Dynamo Zagreb. Avec toi, on va revenir sur ton parcours et puis aussi sur ta vision foot. Juste, peut-être parle-nous de ta saison. Ça s'est plutôt bien passé. Là, tu es encore en vacances. La reprise, c'est pas encore pour tout de suite. Fin des vacances là, reprise samedi à Zagreb. Et ouais, les vacances se sont bien passées. 1 mois plein, ça fait du bien pour ressourcer en famille. La saison. Ta saison déjà du Dynamo Zagreb, Zagreb qui a fini encore champion. Objectivement, tous les objectifs, en tout cas nationaux, ont été remplis avec un petit parcours en Conference League, même si on aurait aimé que ça continue un peu plus, mais franchement, pour une première saison à l'étranger, plutôt bien. En Conference League, vous êtes fait sortir par le Betis ? PAOK. Éliminé le Betis. Non, ça a vous avez éliminé le Betis et vous C'était faites sortir par le PAOK. Ouais. Tes premiers matchs européens, c'est le Betis. T'es allé jouer donc au Benito Villamarine. Benito Villamarine, incroyable. Ouais. Personnellement, tu t'es imposé au fur et à mesure de la saison et tu as trouvé du temps de jeu sur la deuxième partie de saison. C'était ce que tu recherchais en venant, c'était venir progressivement et t'imposer ? Ouais, après je te cache pas, j'aurais aimé jouer un peu plus vite. Ça a été un peu long le début de saison, il y a eu changement de coach, donc ça a été un peu plus compliqué que prévu, mais j'ai fini par jouer sur la deuxième partie de saison et j'ai pu enchaîner pas mal de matchs, notamment ces matchs européens pour lesquels j'étais venu. Même si pas que, mais c'est quelque chose qui est important. Et ouais, l'intégration s'est plutôt bien passée et plutôt content de cette première saison. Comment on passe du Paris FC avec une saison pleine au Dynamo Zagreb ? C'est quoi le choix ? Comment ça s'est passé ? Raconte-nous un petit peu les coulisses. J'arrivais à 1 an de la fin de mon contrat avec le PFC. J'étais sur une deuxième saison où j'ai été plutôt performant. On avait eu des discussions avec le PFC en disant si l'opportunité se présente et pour aller plus haut, ils ne me fermeront pas la porte à condition qu'ils s'y retrouvent sur le transfert. Et c'est quelque chose sur laquelle on s'était mis d'accord assez tôt. Donc ça s'est passé comme ça. Je fais plutôt une bonne saison avec le PFC et derrière il y a quelques clubs qui viennent et le Dynamo Zagreb. Je m'imaginais pas du tout aller en Croatie pendant la saison, mais je m'y suis intéressé au moment où il y a eu l'offre. Ouais, au moment où eux étaient intéressés. J'ai pris les appels et ça m'a vraiment plu. Tu vois, il y avait un coach avec Igor Bishkan qui a joué à Liverpool, qui a gagné la Ligue des Champions, qui avait vraiment envie que je vienne, avec un directeur sportif, Marko Maric, qui avait joué à Lille, donc qui parlait français, qui avait vraiment un plan de carrière pour moi sur comment il voulait m'utiliser par rapport à mes qualités. Et je pense que c'est quelque chose ce dont j'avais besoin à ce moment-là pour pouvoir aussi continuer à franchir les steps, même si je connaissais pas forcément le championnat croate, mais ça reste le Dynamo Zagreb, champion tous les ans avec la Coupe d'Europe. Donc
Donc au fur et à mesure, j'y ai réfléchi avec mes proches, avec mon agent, et par rapport aux autres propositions que je pouvais avoir ou aux autres discussions, c'est quelque chose qui me semblait intéressant. Les autres propositions, c'était, pardonne-moi le mot, des propositions plus classiques avec il y avait une la France discussion à un moment donné avec Le Havre, mais c'était pas Le Ligue 1 encore... aussi. Le Havre qui avait roulé sur la Ligue 2 cette année-là et qui montait. C'était pas... Ça n'a pas été aussi vite qu'avec le Dynamo, parce que le Dynamo arrivait à un moment donné et eux, ils voulaient boucler le truc assez vite. Combien de transferts, 1,5 million 1,3 million plus bonus en cas de Ligue des Champions. Donc, D'accord. à ce moment-là, je ne suis pas sûr que Le Havre aurait pu mettre ou se serait permis de mettre ça sur un défenseur central de 24 ans qui sortait de la Ligue 2. Et j'avais aussi envie que le PFC s'y retrouve. J'avais pas envie de, entre guillemets, rentrer en guerre avec le PFC pour vouloir absolument partir pour moins cher. Et il y avait aussi ce truc de la Coupe d'Europe, Ligue des Champions. C'est aussi un club qui a besoin de vendre. En allant là-bas, tu sais que si demain tu es performant et que tu fais 1-2 saisons pleines, tu vas avoir une certaine visibilité sur le plan européen. Et c'est quelque chose qui est intéressant quand tu sors de la Ligue 2. Mais Maxime, c'est intéressant ce que tu évoques, à savoir Le Havre et donc Dynamo Zagreb, parce que tu as évoqué donc l'entraîneur Biscat, qui à l'époque était entraîneur Biscat, porté sur le jeu. Et du côté du Havre, nous, on l'a beaucoup plus vu avec Elsner, qui est porté également sur le jeu. Donc on avait vraiment une idée dans ces deux clubs d'avoir un défenseur adapté au profil footballistique. Ouais, c'est vrai que je suis un défenseur qui est plutôt relanceur, qui a un profil plutôt pour jouer dans les équipes qui ressortent le ballon de derrière. Et je pense que ces deux clubs-là l'avaient très bien ciblé. J'aime beaucoup ce que fait Elsner, j'ai toujours aimé. Même humainement, c'est quelqu'un qui a l'air d'être vraiment bien. Après, c'était deux projets différents et le Dynamo est arrivé dans une dynamique de vouloir faire un peu plus vite. Moi, de mon côté, c'était un peu plus difficile de les mettre en attente, sachant que c'était intéressant pour moi. Avec un coach, comme je t'ai dit, qui était footballeur de haut niveau avant et sur qui j'ai eu des bons échos en tant que coach. Donc, franchement, c'était juste le fait de partir aussi loin dans un championnat que tu ne connais pas forcément. Après aussi, avec la vie de famille à côté, j'ai une fille, j'ai ma femme qui suit aussi, donc c'était important de parler avec eux avant. Mais à partir du moment où eux ont validé ça, pour moi, let's go, tu vois. Et raconte-nous un peu comment ça se passe, parce qu'on en parlait un petit peu en off. Après la déception de l'élimination en barrage, tu as le coach qui saute. Donc le coach qui te voulait, entre guillemets. Donc c'est très rapide. Donc, le premier mois, j'arrive là-bas, ça il commence fait très mal. 35, prépa, je suis carbo. On avait à peine eu des vacances parce qu'eux reprenaient le 19 juin. Nous, on avait fini le 27-28 mai. Et je pars en vacances. Et au moment où je pars en vacances, le lendemain, mon agent qui m'appelle, il me dit il faut qu'on aille signer au Dynamo. Je savais que c'était avancé, mais ça allait plus vite que prévu. Du coup, mes vacances coupées en deux. J'arrive là-bas, il fait 38 degrés. Dur, tu vois, le temps de m'adapter, étranger, j'arrive là-bas, j'étais le seul Français. Il n'y a pas la mer à Zagreb en plus, non? Il n'y a pas la mer. C'est pas l'Adriatique. J'étais le seul Français à ce moment-là. Mon anglais est pas mal, mais le temps de retrouver, tu vois, le vocabulaire et tout, dans un environnement que tu connais pas. Le croate, c'est pas facile à comprendre, je te cache pas. Donc ça a été 1 ou 2 mois un peu compliqué, parce que pas de logement, pas encore de voiture, là-bas, les papiers à faire, tu vois, ça a été un peu long. Loin de ma famille, parce que du coup ma fille, le temps d'avoir les passeports, j'avais pas encore les passeports à jour. Donc tu vois, tout ça a fait que je pense que j'étais pas à 100% sur le terrain. Le coach qui m'avait fait venir l'avait vu et il savait que c'était normal, tu vois. Il me parlait honnêtement, il me disait écoute, tranquille, t'es là, t'as signé 4 ans, tu vois, j'ai signé 4 ans. Donc il me dit prends le temps qu'il faut, ta famille va arriver, ça va aller de mieux en mieux, et derrière on joue les matchs. Premier match qu'on joue contre Hajduk, on gagne la finale de la Supercoupe, donc premier titre. Derrière ça se passait super bien avec le coach, on fait des bons résultats. Je joue mes premières minutes en qualif de Ligue des Champions à Astana pendant 20 minutes. Je fais franchement 20 bonnes minutes, ça a commencé à aller de mieux en mieux. Il y a Soutalo qui allait partir à l'Ajax. Et dans l'idée, j'étais venu titulaire avec la Croatie. Pour prendre la place succession, tu vois, dans un profil un peu relanceur, joueur, un peu comme ça. Et au moment où il va partir, on arrive sur la fin du mercato, il y a ce match aller-retour contre AEK où le premier match on perd 3-1, il me semble. 3-1 ou 2-0, et là-bas on arrive, on gagne 2-0. Assez vite dans le match, on loupe un face-à-face, et derrière, si ça reste à 2-0, on passe en Ligue des Champions. Enfin, il nous restait un match derrière parce que AEK s'est fait éliminer contre Antwerp. Il nous restait un match. Il reste encore un barrage. Voilà, c'est ça. Et derrière, on prend but 89, 94e.
Et Coup le sur coach n'a coup. pas fait de changement, tu vois. Ouais. Et du coup, pression des supporters, pas normal. Derrière, le coach se fait virer parce que là-bas, il faut savoir que les supporters, si tu gagnes pas, la pression, elle est énorme directement. Tu la ressens la pression, grosse Ouais, pression. Franchement, ouais. Parce qu'on arrive, du coup, le coach change. Même au début, avec le nouveau coach, pas trop de résultats. 2-3 mecs des Bad Blue Boys, c'est le groupe des supporters là-bas qui arrivent à l'entraînement, tu vois. C'est des croates, tu vois. Ils sont comme ça, ils arrivent. Ouais, nous, on sera toujours derrière vous. Par contre, les gars, il faut mettre le cœur sur le terrain et pas jouer comme vous le faites, sinon ça va mal aller pour vous, tu vois, des trucs comme ça. Mais ce qui est logique, normal. C'est bien de pas comprendre le croate, il y a des moments quand même. Ouais, moi j'étais tranquille. Quand tu passes du PFC Le à. langage corporel, j'avais pas besoin de comprendre. Tu vois. mais ouais, du coup, un peu compliqué, parce qu'au moment où je commençais à être un peu mieux sur le terrain, à prendre un peu mes marques, changement de coach, un coach bosniaque qui arrive de Rijeka avec les Rijeka, il avait fait 7 premiers matchs, 7 victoires, je crois. Il arrive, un bosniaque qui me connaît pas, un mec qui vient de la Ligue 2. Ce qui avait fait polémique, j'avais suivi ça sur les réseaux. En fait, il avait été pris par. Juste par avant Zagreb. Lille. Juste avant, ouais, exactement. Juste avant la Et donc, Conférence League, Lille- il lâche c'est Rijeka 2 jours avant Ouais, c'est pour ça. venir au Dynamo. Il faut savoir que là-bas, le Dynamo, c'est le club dans lequel il faut jouer, que tout le monde suit. Et il faut avoir un certain statut pour pouvoir jouer au Dynamo, de leur vision, tu vois. Et du coup, le coach arrive et pas du tout la même vision, plutôt football de là-bas, tu vois, avec du jeu un peu plus direct. Lui, il veut pas de jeu qui ronronne, pas de jeu de possession. C'est dès qu'on récupère le ballon, il faut y aller. Et du coup, pas les 4-5 premiers mois, il me parle pas une fois, tu vois, je suis pas dans le groupe, mais hors groupe une fois. Alors que je suis bon à l'entraînement, tu vois, mais il me connaît pas, tu vois, en même temps, et humainement, il me connaît pas non plus. Il cherche pas trop à me connaître, mais tu vois, moi, je suis là, Il je fais mon s'entretient taf, pas, il tu vois. s'entretient pas avec toi, il essaye du pas tout, de. pas un mot. Et je me suis dit, ouais, ça va être compliqué, tu vois. Du coup, l'hiver arrive, 3-4 mois sans jouer, mais mon seul but, c'était de rien lui donner pour qu'il puisse dire au club, ouais, l'attitude à l'entraînement, c'est pour ça que je le mets pas, tu vois. Et j'attendais juste un match. Et l'hiver, le mercato, il arrive. Du coup, on demande à partir en prêt. J'ai pas joué depuis 3-4 mois, tu vois. On s'est dit, putain, fait chier, changement de coach. Ça arrive, tu vois, dans des clubs, je suis pas dans les plans. Moi, je voulais juste jouer, tu vois. Donc, on leur demande, ils disent, OK, pourquoi pas. On a 3-4 clubs intéressés et blessure d'un défenseur central. Et derrière, ils ferment. Ils ferment tous les clubs. Et ils disent, non, il partira pas. On a 10 matchs en 3 semaines. Il va forcément... Et en plus, la dynamique du nouveau coach, à un moment donné, était aléatoire. Et contre les petites équipes, on n'arrivait pas à gagner. Donc, ça commençait à grogner. Il était à 2 doigts, tu vois, je pense qu'il était à 2 doigts de sauter. Donc, ils ont fermé parce que la direction savait que je méritais de jouer ou que j'allais finir par jouer. Et là, c'est au Betis, tu vois. Le Betis arrive, j'ai dit à mes proches, j'ai dit, je veux rien lâcher jusqu'au Betis parce qu'il faut savoir que je suis fan du Betis depuis tout petit. Ah ouais, d'accord. Et quand on tire le Betis, j'ai dit à ma femme, je dis, c'est dur, mais je vais rien lui donner jusqu'au Betis pour avoir une chance de jouer ce match. Et après le Betis, s'ils m'ont fermé la porte et que je continue à pas jouer, ça va être dur, tu vois. Et Betis arrive, le match d'avant, on fait 2-2 contre une petite équipe du championnat. Il met 2 jeunes derrière et moi, il me met pas, tu vois. Ah ouais. Et on fait 2-2. Et ils font un match... L'équipe dans l'ensemble, tu vois, pas faire un match correct. Et derrière, tout le monde commence à dire, ouais, mais pourquoi il fait pas jouer lui? Il y a Théophile Catherine qui réclame de jouer avec moi parce que l'entente entre 2 devs centraux, quand tu parles la même langue, c'est mieux. Tu formé à Rennes, tu vois. Et on a connu un peu le même football, même si c'est pas les mêmes qualités. Et derrière, Betis, il me met comme ça, alors que ça fait 4 mois que j'avais pas joué. Ton premier match depuis 4 mois, c'est le Betis. C'est le premier match, c'est là-bas ou c'est à domicile? Mais en même temps, c'est qui devant Betis? C'était William José, non? Non, c'était José Pérez. Non, William José, dans l'axe. Avec Fekir en 10 et sur les côtés, 2 bombes là. Il devait y avoir Luis Enrique et peut-être Rodri, le petit. Je sais pas. Peut-être. Celui que tu as dit juste avant. Luis Enrique, mais magnifique, parce que moi, c'est mon foot, tu vois. Jeu au sol, moi, anticipation, lecture. Je me suis dit, juste le rythme de jeu, tu vois. J'attendais de voir parce que 4 mois sans jouer, tu sais pas trop sur ces matchs comme ça. Et en même temps, je sais que si je suis pas bon sur ce match-là, il va en profiter pour dire, bah voilà, c'est pour ça que je le mettais pas. Tout le monde a vu, il a pas le niveau. Et en même temps, je savais que meilleur contexte pour moi pour faire un bon match, tu vois. Et contre foot espagnol, ça va jouer au sol, terrain galette, ambiance de fou.
toute façon, j'avais rien à perdre. Tu vois, je jouais pas depuis 4 mois. Si je suis pas bon, je continue à pas jouer. Si je suis bon, je montre à tout le monde qu'il aurait dû me faire jouer avant. Et ce match-là, on gagne 1-0. Je fais un bon match. L'équipe fait un top match. Et retour, entre les deux, du coup, on joue Rijeka qui était premier, on gagne 1-0. Et derrière, retour Betis la semaine d'après, on fait 1-1 chez nous. Bon match, et la dynamique, elle s'enclenche. À partir de là, tu vois, j'ai enchaîné, PAOK. Donc en fait, les 3 matchs, c'est le premier du championnat. Betis 2 fois. T'as pas joué pendant 4 mois. Il y a eu quelques petits matchs au tout début quand il est arrivé, mais c'était contre des D5 en Coupe de Croatie. Tu vois, les premiers tours où quand tu gagnes, c'est normal. Et quand tu te fais passer, c'est normal. Donc t'as pas joué pendant 3-4 mois et t'as fait 3 matchs en une semaine avec 2 fois le Betis et 1 fois le premier. C'est ça. Donc on est sur la semaine d'après. J'attendais que ça, tu vois. Et je m'étais préparé à ça. J'avais pas envie d'être à la ramasse au moment où il allait me faire jouer, parce que le club s'était quand même engagé à dire nous on te ferme la porte, mais par contre tu vas avoir l'opportunité. Donc tu vois, d'un autre côté, je savais que j'allais jouer un jour ou l'autre. Donc, tu vois, et après ces matchs-là, il y a plus de considération du coach. Ouais, bah, tu sais comment c'est, même vis-à-vis des joueurs croates qui ne te calculaient pas trop avant, tu montres que tu as ce niveau-là, même si sur 1 ou 2 matchs, ça ne veut pas dire que tu as le niveau tout le temps, mais ça veut dire que tu peux être à ce niveau-là, et derrière, tu vois, les mecs qui... Dans le vestiaire, c'est différent quand tu rentres. Ouais, parce qu'en fait, les mecs directs, ils savent que, ouais... On peut compter sur lui. On est sur la semaine la plus importante de ta carrière parce que tu as dit quelque chose qui m'a intéressé. En fait, le Dinamo Zagreb est trop grand pour la Croatie. Ça, c'est sa réalité depuis plusieurs années. Et en fait, eux, leur destin, c'est d'être un Européen. Et donc, c'est pour ça que, en gros, quand tu fais ce match au Real Betis, la considération, elle change. Ouais, elle change. Mais en même temps, si on perd, comme c'est le Betis, tout le monde aurait dit on est dans une saison un peu plus moyenne, on a des résultats un peu en dents de scie. C'est une perte de sortir le Betis quand t'es le Dinamo. C'était l'un des gros favoris de la conférence League. Et puis là-bas, tu vois, top ambiance. Le stade n'était pas plein, mais exceptionnel. Je rentre sur terrain, des frissons de fou furieux, tu vois. Et là, je dis... J'ai bien fait de pas lâcher pendant 4 mois. Quand je suis parti de Paris, tu vois, quand j'étais à Concarneau, quand c'était dur, j'ai bossé pour jouer des matchs comme ça. Et du coup, ça. Et pourquoi t'es fan du Betis? Ouais, ça vient de moi. Je sais pas, je kiffe ce club, l'ambiance, les chants. J'ai toujours kiffé, tu vois. Ah ouais. T'es fan de, enfin, on reviendra après sur ta vision foot, etc. Mais t'es fan de foot au point de connaître les chants du Betis. C'est quoi? C'est Assunção, c'est Joaquin, c'est quoi? C'est Lo Celso. J'ai kiffé, tu vois. Lo Celso, pas de joueur en particulier, mais ouais, Lo Celso, j'ai kiffé quand il était là-bas. Tu vois, c'est football. Je sais pas ce qui est en train de se passer, mais il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se passer là. Non, mais j'aime bien déjà le championnat, tu vois, espagnol, même si ces dernières années, c'est un peu moins spectaculaire qu'avant, mais c'est football, tu vois, il y a des vrais principes de jeu. Et ouais, Betis, tu vois, c'était un peu à un moment donné le club à la hype, tu vois, de ce championnat-là, avec un top stade, top ambiance, sans trop de pression, parce qu'ils arrivaient à être européens, mais pas à gagner le championnat. Ok. C'était beau de jouer là-bas. On va revenir, tu as dit que tu étais formé à Rennes, donc on va revenir un peu sur tes années jeunesse. Formé à Rennes, effectivement, mais un parcours un peu tumultueux parce que t'as jamais connu l'équipe première avec le Stade Rennais. Explique-nous peut-être ce parcours et où est-ce qu'il y a eu un point de bascule, un point de rupture pour que tu n'aies pas cet avancement linéaire. Ouais, bah écoute, je signe à Rennes après le Pôle Espoir. J'ai fait le Pôle Espoir en Bretagne à Ploufragan. Et là où est passé notamment Johan Gourcuff, c'est ça? C'est ça. Et Romain Danzé, tous les Bretons. Mais je signe à Rennes, tout se passe bien. Le début de formation, j'étais vraiment bien. T'es formé def central? Ouais, de base. Et après, je suis passé au milieu. Et quand je reviens des croisés, on va en reparler. Je passe à droite pour me refaire le cardio. Et à ce moment-là, il n'y avait personne. Du coup, j'ai continué un peu à droite, tu vois. Et ouais, tout se passe bien les premières années de formation. Et équipe de France jeune, U16, U17. Et juste avant d'aller à l'Euro, je commençais à être surclassé avec les 19 à Rennes. Et une semaine après l'annonce de la pré-liste pour aller à l'Euro, je me fais les croisés. Donc tu vois, ça arrive toujours les moments où tu es en pleine bourre. Mais j'étais 2e année d'aspirant, donc il restait 1 an. Les autres, ils partent à l'Euro, ils gagnent l'Euro. C'est là où la génération 98 gagne l'Euro. En 2015. Et ouais, ça freine un peu. Après, c'était dur sur le coup, mais je me suis jamais dit, tu vois, que ça allait m'empêcher de continuer à avancer. Et derrière, Rennes me met stagiaire pour me faire confiance, me laisse le temps de revenir. Ça se dirigeait vers une fin de stagiaire, tu vois, sans contrat pro. Et 6 mois avant la fin de mon contrat stagiaire, j'ai eu Stéphane pendant longtemps, 4-5 ans. Et 6 mois avant, il me dit, écoute, je veux bien qu'on essaye quelque chose. J'aimerais bien te mettre au milieu. Et j'ai fait 6 mois en feu, en 6, tu vois. Et derrière, le club me fait signer 3 ans.
Première année, je l'ai fait au club en m'entraînant avec les pros, en jouant avec la réserve, mais ça faisait déjà 2-3 ans que je jouais avec la réserve. Deuxième année, je voulais partir en prêt pour avoir un niveau au-dessus de la réserve. Et je n'étais pas prêt du tout à jouer en Ligue 1 encore. À ce moment-là, c'est qui le coach de Rennes? Alors, j'ai commencé à m'entraîner en pro. Il y avait Courbis encore, il y a eu Gourcuff, il y a eu Lamouchi. Ah, donc c'est quand ça change, Ouais, c'est toute la période tu vois, là. Je me souviens même plus. Je pense que c'était Lamouchi quand moi. Lamouchi avant que Stéphane arrive et qu'il fasse une. Et au moment où, à la fin de du coup, en deuxième année, je pars en prêt à Concarneau, année Covid. Et à ce moment-là, quand je pars en prêt, l'étang qui me dit écoute, si tu joues tous les matchs et que tu fais une bonne saison, il n'y aura pas de raison à ce qu'on ne te prolonge pas et qu'on te reprête ou que tu sois prêt à jouer. Du coup, je pars en prêt, on fait une bonne saison, un peu compliquée avec Concarneau parce qu'il n'y avait pas forcément les moyens de jouer le haut de tableau national, mais moi, ça me permettait de jouer plus haut que la N2, N3 à laquelle j'avais déjà goûté. Ça me faisait du bien de retrouver un niveau de performance au-dessus de ce que j'avais connu. Et du coup, saison pleine, derrière Covid, c'est là où les clubs réduisent les effectifs, l'histoire de Média Pro aussi. Et du coup, l'étang me dit, écoute, il y en a au club qui sont pour que tu prolonges, d'autres moins. Moi, je suis arrivé il n'y a pas longtemps, donc si tu es OK, on te libère de ta dernière année, on garde un pourcentage sur salaire, et comme ça, tu continues à... Et j'étais pas prêt à ce moment-là, tu vois, à franchir, faire National Ligue 1. Physiquement, je n'étais pas encore formé, tu vois, qu'aujourd'hui, je suis pas un mec costaud. Et derrière, je signe au Mans pendant 1 an, et je fais 1 an au Mans, on finit 4e, et après 2 ans au PFC, et après... Ok. Donc c'est comme ça que tu n'as jamais joué au Stade Rennais, mais... J'ai fait un groupe comme Thierry Loret. J'ai eu un coach pendant 2 ans au PFC. Quand tu es à Rennes, tu côtoies aussi des jeunes de grand talent. Alors, quand tu es en équipe de France, aussi chez les jeunes, notamment un certain Kylian M. Peut-être. Tu peux nous parler un petit peu de peut-être du talent qu'il avait déjà à l'époque. Est-ce que, parce que vous êtes de la même année, de 98. Déjà les premiers stages à Rennes qu'on a fait quand on avait 8-9 ans, sur 2-3 jours, on avait été dans la même chambre ensemble. Je me souviens, il recevait déjà les Nike de l'époque, les Safari avec le carbone en dessous. À 8 ans À 8 ans, il faisait une petite taille pour lui, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Non, ça n'existait pas normalement. Il était déjà à faire des 7-8 passements de jambes, tu vois, alors que nous, on n'était pas dans le même monde, tu vois. Il avait déjà fait des stages au Real, à ce stage-là et tout. Mais c'est là que je l'ai connu pour la première fois, et derrière, équipe de France U16 au Pré-France, parce qu'il n'avait pas été... avec Giuntini. À Rennes, il a non, passé... en équipe de France. Ah, en équipe de France, en U16. Et derrière, il part avec les 97, gagner l'Euro aussi. Donc tu avais Kylian Mbappé que tu as connu là-bas. Ousmane Dembélé aussi, parce que lui est de 97 à Rennes. Ouais. Lui aussi, dès le début, ça se voyait qu'il avait ce talent que les autres n'avaient pas. Ouais, franchement, il gagnait les matchs tout seul. Après, à Rennes, on avait souvent le ballon contre des blocs bas, donc c'était moins son jeu, mais trop fort. 2 pieds à l'entraînement, c'était une dinguerie. Il y a des joueurs qui n'ont pas passé le cut, peut-être, qui n'ont pas eu la carrière peut-être qu'on pouvait leur imaginer quand ils étaient jeunes et qui étaient dans cette génération-là aussi. Il y a les frères Allais, Ahmad, à l'époque, qui est à Rouen. C'était une dinguerie, tu vois, un 6-8, dinguerie, mais ça manquait un peu peut-être d'impact pour aller au niveau selon certains, tu vois. Mais il y en a à Rennes, il y en a forcément, il y en a tellement peu qui arrivent à signer pro, et des fois, il manque rien pour faire carrière. Toi, tu parlais de la génération 98, là où tu te fais les croisés, et ils vont gagner en 2015 l'Euro U17 contre l'Allemagne. Dans cette génération-là, déjà, parce qu'on parle d'Mbappé ou de Dembélé qui est en 97, il y a Dayot Upamecano qui est défense centrale et qui est aujourd'hui titulaire en équipe. C'était Georgen ou Upamecano, Mamadou Touré. À gauche, c'était Fetou. Dans les buts, c'était Lucas Zidane, je crois. Exactement. Au milieu, il y avait Konya qui a au Servette de Genève, avec Konya qui était à Lyon à l'époque. Il y avait Djibril Djani qui est parti. Il y avait Reine Adelaïde aussi. Reine Adelaïde, et l'attaque, c'était Nordin, Iconé, Hudson-Edouard. Hudson-Edouard qui était fou. Il était trop pas mal. Il a mis triplé, je crois, en finale. Et à ce moment-là, toi, tu as une déception immense de pas y être dans cette aventure. Quand tu es jeune, l'équipe d'œuf, ça représente quelque chose de grand, tu vois. Et en plus, il le gagne, tu vois. Et quand il le gagne, tu dis, putain, j'ai loupé quelque chose de bien à vivre, même si peut-être que j'aurais pas joué, tu vois.
Et après, c'est comme ça, tu vois, je peux rien y faire, tant mieux pour eux. Mais tous ceux qui sont revenus après l'Euro, dans leur club, ils ont signé 3 ans pro direct après l'aspirant, 3 ans ou 5 ans, tu vois. Et ça facilite. Ouais, ça facilite parce qu'ils ont fait une top compète et que tous ceux qui faisaient partie de ce groupe sont considérés comme, tu vois, vainqueurs de l'Euro. Mais après... Mais raconte-nous un peu ce monde de jeunes, là, comment ça se passe à ce moment-là, parce que toi, tu l'as dit, faut que les gens soient au courant, tu étais surclassé quand même sur beaucoup de sections. Il y a une lutte, c'est très individuel. Tu sais, par exemple, qu'un Upamecano, qu'un Mbappé, qu'un Dembélé, que ces mecs-là, ils ont un truc en plus, qui sont programmés. Comment un peu, raconte-nous un petit peu l'envers du décor. Après, c'est monde de requin, tu vois. C'est simple parce qu'on est jeune et qu'on se rend pas compte. Mais au final, dès que c'est dur, c'est chacun pour soi. Si t'as pas ce caractère-là, à un moment donné, c'est dur, tu vois, d'en sortir parce qu'on est dans des âges où on est en train de se former, même en tant qu'homme. Et j'en connais des potes qui étaient des top joueurs mais qui n'ont pas réussi parce qu'à un moment donné, ils ont craqué, tu vois. Ils n'étaient pas faits pour être dans ce moule-là parce qu'à un moment donné, t'as 15-16 ans, tu veux juste kiffer. Enfin, tu veux juste kiffer. Ton but premier, c'est de kiffer, mais tu sais que tu as envie de bosser pour réussir. Mais tu es jugé tous les jours. Si tu as une période de moins bien, tu vois les autres qui te passent devant. Tu sais comment c'est à cet âge-là. Tu n'es pas forcément prêt. Si dans ta tête, tu n'es pas prêt à vivre ça, c'est dur, tu vois, pour certains. Surtout qu'en plus, maintenant, il y a des réflexions très très haut dans les clubs où j'ai même l'impression, moi, c'est ce que j'entends actuellement. Ouais, mais là, on va tout miser sur lui. Par exemple, à un poste équivalent, ouais, ce DC, c'est lui qui va sortir. C'est lui notre futur. C'est lui qui va sortir. Le deuxième derrière, ouais, on va pas. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que tu as l'impression qu'il y a une vraie lutte. Parce que tu as tellement de talents qui arrivent, tu vois, dans tous les clubs aujourd'hui, tu as potentiellement 3, 4, 5 gars qui peuvent sortir par génération et qui pourraient jouer. Après, ils sont obligés de faire des choix et de prendre les meilleurs parce que c'est des valeurs marchandes. Aujourd'hui, Rennes, ils vivent aussi avec leur vente des centres de formation. C'est ça qui a fait que le club aussi grandit, même si Pinot a l'argent derrière, tu vois. Mais le Havre vit de ça aussi. Il y en a plein qui s'appuient là-dessus et derrière, c'est un système économique aussi, tu vois. Toi, t'es qu'une marchandise parmi un système d'une entreprise, entre guillemets, tu vois, qui doit à un moment donné être rentable pour les gens à qui appartiennent le club. Tu vois. Pour revenir sur ce que tu as dit sur le monde de requins, est-ce que la dimension mentale, tu l'as intégrée rapidement ou pas dans ta jeune carrière ? Non, pas forcément. Tu vois, moi, j'ai toujours été un mec simple, gentil, des fois un peu trop gentil. Et quand tu es un peu trop gentil, c'est un peu dur. Tu vois. Souvent, c'est toi qui passes derrière parce que tu sais que tu vas pas faire de problème. Tu vois. Alors que ceux qui râlent un peu plus et qui font un peu plus de problèmes, les coachs les mettent un peu moins facilement sur le côté. Et tu vois, ça m'a forgé aussi. Tu vois, maintenant, je sais ce qu'il faut faire, pas faire à un moment donné, quand il faut montrer les crocs, tu vois. Mais il y en a plein qui sont comme ça. C'est tellement des bons mecs qu'à un moment donné, ils se font un peu niquer là-dessus parce qu'ils veulent être trop droits, tu vois. Mais c'est quoi montrer les crocs ? C'est quoi aujourd'hui ? C'est les joueurs qui ne jouent pas ? C'est quoi ? C'est les parents qui vont aller voir les responsables, qui vont mettre une pression en disant mon fils doit jouer. Comment ça se passe ? Aujourd'hui, je pense, avant, même à mon époque, c'était pas trop comme ça, tu vois. Mais aujourd'hui, de plus en plus, tu vois, les parents, projet Mbappé, Nani, même il y a des problèmes dans les clubs amateurs où des éducateurs se font agresser parce que les parents, ils se rendent compte qu'il y a tellement d'argent et les joueurs, ils jouent de plus en plus tôt en pro qu'il faut qu'ils soient de plus en plus tôt prêts, tu vois. Alors que toi, quand t'es gosse, tu veux juste kiffer, prendre du plaisir et si tu y arrives, tu y arrives. Si tu n'y arrives pas, c'est que, tu vois, c'est que c'est comme ça. Mais aujourd'hui, ça a toujours été comme ça, un monde de requins. Après, ces dernières années, c'est tellement encore plus médiatisé avec les réseaux sociaux. Tu sais comment c'est, les gens se rendent compte qu'il y a de plus en plus d'argent, les jeunes gagnent de plus en plus d'argent aussitôt, les contrats pro arrivent plus tôt, donc les parents ils savent que derrière, si c'est un peu malsain, ils peuvent gagner de l'argent grâce à ça. Tu disais aussi monde de requins, est-ce que tu parles que de l'extérieur ou entre joueurs? T'as ressenti aussi des rivalités Surtout en arrivant au Dynamo. Mais c'est normal, parce que chacun veut jouer, il y en a que 11, et derrière, si tu joues pas pendant 1-2 saisons, c'est dur de retrouver les clubs. Ça se traduit comment? C'est des sales coups, on va t'en mettre beaucoup plus à l'entraînement pour peut-être avec des intentions qui sont pas les bonnes. On va tester. Ouais, ça dépend de tout, tu vois. Après, c'est la relation aussi que tu peux avoir avec le staff, tu vois. Il y en a qui sont forts là-dedans, et aujourd'hui, ça sert, tu vois. Et ça suffit plus le terrain dans 90% des clubs. Il faut avoir aussi être bien en dehors, parler avec les bonnes personnes au bon moment. Dans certains cas, tu vois, ça aide. Après, il y en a qui sont comme ça, d'autres pas. Et
Et il y a des coachs avec qui bien parler, ça va aider, et des coachs qui s'en foutent et c'est que le terrain qui compte, tu vois. Mais dans un pays comme la Croatie où, entre guillemets, ils vivent grâce aux talents croates qui sortent, tu vois, ils sont pas nationalistes, mais c'est d'abord les Croates et c'est normal parce que eux, un club comme ça, ils ont grandi comme ça aussi. C'est un pays de 4 millions. 4 millions d'habitants. Ouais, c'est un tiers de la population de l'Île-de-France. Pour revenir sur c'est le club qui forme les joueurs, tu vois. Ça va être d'abord eux et ensuite toi, tu vois. Et c'est comme ça. Tu sais qu'en allant là-bas, ça va être comme ça. Donc, Pour revenir sur ton parcours, le passage Concarneau, et t'as beaucoup servi pour essayer de faire un petit peu une remontada dans ta carrière, parce que est-ce que tu as douté quand tu vas à Concarneau, tu te dis c'est terminé, parce que là on en parle. Et toi t'en parles de manière un peu gentille entre guillemets, mais quand tu vois que t'étais à un niveau à Rennes où il y a des mecs qui passent devant toi qui ont peut-être des minutes en pro et toi tu dois retourner à Concarneau, mentalement ça doit être très très compliqué. Ouais, bah déjà faut savoir qu'au moment où je signe mon contrat pro à Rennes, il y avait 45 pros à Rennes. C'est quand ils avaient enchaîné tous les coachs, tu sais, chaque coach avait fait son recrutement et il y avait 44 pros, je crois. Donc, tu vois, même quand il me faisait jouer latéral à l'entraînement, mais il y avait Amari, il y avait Zéphane, il y en avait 3 autres, Benjamin André, qui pouvaient jouer là. Donc, le jour où j'allais avoir une place, tu vois, c'était pas maintenant, tu vois. Après, c'était comme ça. Et aujourd'hui, tant mieux que les jeunes aient un peu plus de place et que les effectifs soient un peu plus réduits, tu vois. Mais ouais, quand je suis parti à Concarneau, quand j'y vais, franchement, je me pose pas trop de questions. J'avais juste envie de jouer à un niveau de perf. Après, c'est vrai que quand tu arrives et les infrastructures sont un peu moins bien, le niveau d'exigence à l'entraînement est un peu moins haut, et toi tu sors d'un moule où Rennes c'est quand même le très haut niveau de ce qui se fait en France, avec des très bons joueurs techniquement notamment, tu vois. Et quand j'arrive à Concarneau au début, ce que je disais, je m'embrouillais souvent, tu vois, avec les joueurs, alors que je suis un gars hyper simple et tranquille, mais je veux tellement gagner et bien faire sur le terrain que quand il y en a un qui loupait 3-4 trucs, j'avais l'impression qu'il voulait pas s'entraîner, alors que tu vois, ils peuvent pas avoir les mêmes qualités. Certains qui avaient des boulots à côté encore, c'était pas un moment. C'est le décalage monde pro, monde amateur. Ouais, et tu te rends compte que tu sors de ton confort à ce moment-là, et ça m'a fait du bien, tu vois. Et ça m'a encore plus donné de force de me dire, je sais ce que j'avais, je sais ce que j'ai plus, et maintenant je vais devoir bosser pour retrouver ça. Et quand je l'aurai, si je l'ai, j'en prendrai soin, tu vois. T'as quel âge à ce moment-là? T'as entre 21 ans. 21 ans, ouais. 21 ans. Juste sur... 20 ans, 21 ans. Donc tu fais Concarneau, tu fais le Paris FC par la suite. Pourquoi le choix du Paris FC parce qu'il y a eu le Mans aussi. Pourquoi le choix du Paris FC, et quel regard t'as aussi, le Paris FC qui a failli encore remonter en Ligue 1 cette année, quel regard t'as sur ce club-là et ce projet-là? Ouais, ils sont arrivés déjà dans une période où c'était après Covid, mais c'était dangereux pour les clubs financièrement, et eux arrivaient avec quelque chose financièrement pour le Mans. Et moi, c'était une année, du coup, je sortais de ma 2e saison en national, et j'avais envie de franchir les steps. Et quand PFC a commencé les discussions, j'ai tout de suite dit, moi, s'ils sont là, moi, je veux y aller, tu vois. Et ils sortaient de 2 ou 3 saisons déjà où ils avaient fait les barrages, même s'il y avait une saison plus compliquée où ils s'étaient maintenus avec la saison Covid. Mais projet de plus en plus d'argent parce que c'était Paris, et avec un projet franchement sain, parce que les gens qui sont dans ce projet sont vraiment des gens bien, et je pense qu'ils vont finir par y arriver, tu vois. Mais c'était intégrer un projet de jouer le haut de tableau Ligue 2. Ils venaient de prendre Thierry Loret. J'étais déjà en négociation au moment où Loret arrive, mais Loret valide le choix. Ton profil, ouais. Et derrière, tu vois, PFC, ça s'est bien passé. Le Paris FC, puis donc la Croatie. Je reviens juste sur le championnat croate pour savoir aussi s'il y a un gap économique qui se fait, et quelle part d'importance a eu l'argent aussi dans ta prise de décision. J'ai fait x5 entre le brut que j'avais au PFC et le net que j'ai au Dynamo. Tu vois. Ah ouais, d'accord. J'aurais jamais imaginé toucher à ce moment-là, avec ce que j'avais fait en sortant de Ligue 2, un aussi gros salaire. Tu vois. Et je le cache pas, tu vois, et tant mieux, ça m'a changé la vie. J'ai signé 4 ans, ça veut rien dire, tu vois. Et si demain je dois retourner dans un plus petit club et baisser mon salaire parce que je veux kiffer le foot, je le ferai, tu vois. Je joue pas pour ça, je jouerai jamais pour ça. Mais quand tu le touches, ça fait du bien, tu vois. Et on se ment pas, tu peux mettre ta famille à l'abri, tu vois. Tu peux investir intelligemment. Mais ouais,
Franchement, je pensais pas. Et eux, en fait, il y a un système qui fait qu'ils payent moins de charges entre le brut et le net. Donc, ils peuvent se permettre de mettre des salaires que toi, tu touches en net plus haut que ce qu'ils pourraient mettre si jamais c'était comme en France, 50% de diff entre le brut et le net. Après, tu passes quand même d'un club qui prétend à jouer la Ligue des Champions à un club qui de prétend Ligue à monter en Ligue 1 ou se maintenir en Ligue 1. Donc, c'est aussi normal qu'il y ait une grosse différence. Par rapport au Dynamo Zagreb, j'aimerais moi parce que ça c'est en lien avec les transferts, que tu nous parles un petit peu de ceux qui t'entourent. Et ceux qui te permettent d'aller chercher ton niveau de performance ou d'aller chercher des meilleurs clubs. Ton agent, ton entourage, le rôle de ta famille. Parle-nous un petit peu de l'importance dans peut-être ta préparation mentale. Est-ce qu'aujourd'hui c'est primordial pour un joueur de foot? Tu parlais tout à l'heure que ta fille elle n'était pas là sur les 2 premiers mois, ce qui a fait que des fois nous dans nos analyses on l'oublie tout ça. Parle-nous un peu de tout ça. Ouais, aujourd'hui, il y a énormément de facteurs X qui peuvent faire que, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, il y a des joueurs qui n'arrivent pas à être bons dans un certain contexte et derrière, c'est le même joueur, mais il performe, tu vois. Donc, tu te dis, il y a quelque chose qui... Et derrière ça, ouais, il y a 1001 choses. Il peut y avoir 1001 choses. Moi, il faut savoir que je suis avec le même agent, mon agent, depuis que j'ai 15 ans, mes premières sélections. Et c'est quelque chose qui est important pour moi parce que déjà, je suis satisfait du travail qu'il fait, mais j'ai une relation de confiance avec lui. Il est assez jeune, c'est le parrain de ma fille aujourd'hui, tu vois, donc c'est plus que mon agent. C'est fusionnel, ouais. Et ça fait 10 ans qu'on se connaît, donc je pense que c'est important d'avoir une certaine stabilité dans ta vie aujourd'hui, dans un monde comme ça, tu vois, parce que c'est usant mentalement. Il y a des très bons côtés à vivre, des très bonnes choses à vivre, mais d'un autre côté, il y a aussi des choses un peu plus dures, un peu plus usantes mentalement. Et si à côté, tu n'as pas la stabilité qui fait que tu es serein à côté du foot, ça peut être difficile. Non, mais tu as conscience que c'est pas commun ce que tu es en train de dire, d'avoir une vraie relation avec son agent aujourd'hui. On est dans une ère où il y a de plus en plus d'agences avec énormément de joueurs dans une agence. D'agents parce que sur un mercato, ils n'ont pas réussi à le sortir. Exactement. C'est des questions. Si tu as été bon, t'inquiète pas que les clubs ils vont être là. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas la lucidité. C'est pas les agents qui doivent faire le joueur. Oui. Moi, je pars du principe. Ok, j'ai pas joué pendant 4 mois. J'ai demandé à mon agent si on pouvait partir en prêt pour jouer. Il m'a amené les clubs qui étaient là, prêts à me faire jouer. Je n'avais pas demandé Pierre, Paul ou Jacques, alors que je n'avais pas joué depuis 6 mois et j'avais joué qu'en Ligue 2, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que ça, c'est aussi ce qui nous rapproche entre mon agent et moi, c'est qu'on est des gens très simples et très réalistes sur la vision qu'on a du foot et de ce que peut être le foot. Après, ce que tu dis, c'est que quelque part, il y a certains joueurs qui contournent le problème en demandant en gros d'accélérer le mouvement pour permettre de quitter le club. Et des fois, ça marche parce que les contacts dans le foot, les clubs qui travaillent avec certains agents, écoute, je peux te mettre ce joueur-là et derrière, ça relance. Tu vois, des fois, ça marche, mais moi, c'est pas mon... Parce que toi par exemple, je ne vais pas lâcher mon agent parce qu'à un moment donné, il m'amène à un club de Ligue 2 cet hiver et je voulais un club de Ligue 1. Tu vois, s'il y a un club de Ligue 2 et pas de club de Ligue 1, c'est parce que j'ai pas joué, c'est pas lui qui est aux entraînements tous les jours. Et je pars du principe où si le joueur est bon et qu'il performe, tu peux même être sans agent. Les clubs, ils vont être là, tu vois ce que je veux dire. Il s'occupe que de toi, ton agent, ou il en a Non, il il en a d'autres. Là, il est passé avec l'agence One Team Football, Mika Manuelo. L'agent de Giroud, Aguilar et tout ça. Mais c'est lui qui s'occupe de moi, il était dans une autre agence avant. Parce que dans l'effet inverse, il y a aussi beaucoup d'agents qui permettent à des joueurs d'avoir des carrières qu'ils ne méritaient pas. Aussi, ça marche. Oui, c'est pour ça que ça continue d'exister. C'est parce qu'à un moment donné, tu as des clubs qui travaillent avec certains agents et pas d'autres, plutôt que travailler sur des joueurs. Et c'est ce système-là qui est un peu malsain. Tu vois, c'est comme avec le système d'entraîneurs. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont recyclés. Parce que aussi les réseaux ils sont faits, tu vois. Et c'est pour ça que je dis il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Aujourd'hui, les relations que tu as à côté du foot peuvent faire que. C'est pour ça qu'on peut critiquer les joueurs aussi qui sont comme ça, mais quand il y a des joueurs, peut-être moi je me mets à la place des joueurs qui voient entre guillemets des joueurs très moyens aller dans des très gros clubs, des fois ils se disent en fait finalement moi faut que j'aille dans ces. En fait c'est pas ceux qui le font. C'est un cercle. À un moment donné s'ils le font et que derrière ils arrivent à faire ce qu'ils veulent, très bien. Mais moi je sais juste que je ne vais pas demain arrêter de travailler à mon agent parce qu'il ne m'a pas ramené le club que je voulais. Tu vois. Sur la famille, l'entourage, l'importance au quotidien. Moi, je suis avec ma copine depuis que j'ai 19 ans. On a déjà une fille de 3 ans. Il y a le deuxième qui est en route. Et je pense Félicitations. C'est important dans ce monde-là. Tu es amené à beaucoup bouger avec des environnements qui changent sans cesse et des périodes un peu plus difficiles. Tu vois, quand je n'ai pas joué pendant 4 mois, à un moment donné, je dis qu'est-ce que je fais là ? Et
quand je rentrais à la maison, ça m'a fait du bien, tu vois, d'avoir ma famille et ça t'ouvre sur d'autres choses. Ça te fait prendre du recul et l'argent que tu gagnes, tu sais aussi pourquoi tu le gagnes, pour tes enfants, pour leur construire des belles bases choses, solides. tu vois. Et il y a pas, tu vois, on est des joueurs de foot, mais il n'y a pas que le foot. Quand tu parles d'entourage, de quoi c'est composé? Est-ce que tu as aussi un prépa physique perso? Est-ce que tu as un prépa mental, un psy qui te suit aussi au quotidien? Écoute, j'ai un prépa mental depuis Concarneau. Parce que Concarneau, année Covid, franchement, j'avais failli arrêter le foot à un moment donné parce que c'était compliqué avec le coach. Et j'étais à 2 doigts. Parce que d'arrêter de couper et d'aller dans un club tranquille et d'avoir une vie entre guillemets normale parce que c'était dur. Et à ce moment-là où j'ai rencontré mon prépa, que mon agent m'a conseillé parce qu'il le connaissait aussi bien. Et depuis, je travaille pas quotidiennement avec lui, mais dès que j'ai besoin, tu vois, c'est pareil, c'est plus que mon prépa mental aujourd'hui. On a passé des vacances ensemble, c'est un top mec et c'est un peu, il fait partie, tu vois, du cercle proche qui fait qu'aujourd'hui, je suis serein. C'est important ce que tu dis sur la dimension mentale parce qu'il y avait Thierry Henry qui s'était exprimé là-dessus où il disait qu'il fallait davantage accepter d'être fragile. On a encore le sentiment que la dimension mentale est encore tabou dans le football et que, en gros, s'épancher, faire appel à un préparateur mental, c'est quelque part avouer une faiblesse. Ouais, moi je vais aller plus loin que toi. Je travaille pas avec lui que quand j'ai des faiblesses, tu vois. Avant la saison où je performe au PFC, même après mes top matchs, je faisais exprès de l'appeler parce qu'il me remettait sur terre, il me remettait dans la tête à m'imaginer les moments où j'avais été beaucoup moins bien pour pas que ma confiance elle augmente trop et que derrière je tombe dans une sorte de suffisance et que mes perfs baissent, tu vois. Donc les gens ils connaissent pas trop ça et quand tu connais pas trop, tu te dis ouais c'est un peu comme un psy ou tu le consultes un peu quand t'es moins bien. C'est ce qui s'est passé avec moi, c'est quand j'étais moins bien, mais derrière j'ai compris qu'en fait il te donne plein de clés sur le fonctionnement de toi, ton corps, ton cerveau, qui peuvent te servir dans n'importe quelle situation. Et c'est même vrai pour des gens comme vous, comme des chefs d'entreprise, tu vois. Et quand tu comprends ça, je trouve que c'est intéressant de le travailler dans un monde comme le foot. T'as des exemples précis, toi où ça a été un véritable apport sur le terrain, aussi bien dans les bons et les mauvais moments. Dans les bons, comme je te disais, ma saison au PFC, mon gros défaut avant, c'est que j'arrivais pas à avoir cette constance, tu vois, dans les perfs. Et la deuxième saison au PFC, j'ai vraiment réussi à l'avoir. Mais d'un autre côté, j'ai tendance à paraître nonchalant, tu vois, ou facile sur le terrain, alors que pas du tout. Mais mon style de jeu fait que, tu vois. Et on a travaillé là-dessus, alors que mes perfs étaient vraiment bonnes. Mais derrière, pour pas que ma confiance soit trop grande et que j'ai un excès de confiance à ce moment-là, tu vois, il me faisait redescendre. Et dans les moments moins bien, sur la gestion de la frustration, sur le fait de prendre du recul, sur... Tu vois, même en national, il y en a plein qui rêvent de jouer en national. Tu vois, c'était des retours un peu aux bases, que toi, tu es dans un circuit fermé, tu es en pilote automatique et tu es frustré parce que tu vois tes potes aller tout en haut, mais toi, tu es encore dans le truc, tu vois. Il m'a fait réaliser que chacun son chemin. Il y en a qui sont arrivés en passant par le national. Il y en a, Giroud, Kanté. Ribéry. Ouais, tu vois, on cite ceux-là parce que c'est les plus grands, mais il y en a d'autres qui sont arrivés, Koscielny. Et s'il y en a qui ont besoin de plus de temps, il faut le prendre et ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras pas. Et on a toujours été dans ce chemin-là de dire si demain je dois y arriver, si on fait les choses bien, il n'y a pas de raison. Il s'y connaît en foot, ton prépa mental? Est-ce que c'est important qu'ils connaissent un petit peu le milieu ou est-ce que c'est peut-être d'autant plus important d'avoir quelqu'un qui ne s'y connaît pas et qui justement va Je pense que c'est important de connaître un peu. Parce que quand on ne connaît pas du tout, c'est dur d'imaginer ce que peuvent vivre les joueurs. Tu vois. Même des fois sans être avec moi au quotidien, alors qu'ils connaissent le foot. Mon agent, pareil, mais quand je leur raconte des trucs, ils ne ressentent pas la même chose que moi je le ressens quand je le vis. Tu vois. Et c'est important, je pense que les prépas soient dans ce monde-là ou connaissent une grande partie. Parce que tu peux être confronté à des situations que dans un autre monde ou dans un autre domaine, ça n'existe pas. T'as d'autres questions sur la prépa mentale? Non, moi je suis. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant et captivant. Et c'est bien de et voir un jeune parce que t'as 25 ans, 25 ans qui arrive à pouvoir se poser. Parfois, juste le fait d'accepter d'avoir besoin d'aide, que ce soit mentalement ou physiquement forcément, mais mentalement, ça met du temps avant de passer ce cap-là. Je sais pas si c'est d'accord, mais plutôt que d'aide, un regard extérieur. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que, en fait, quand on parle des footballeurs, on a le mythe du super-héros qui est indestructible, qui est intouchable par rapport à tout ce qui est dimension mentale parce qu'on part du principe que ça va dans le package. C'est un footballeur, il est prêt à affronter toutes les situations.
Or, on s'aperçoit que ça reste des êtres humains. Et puis surtout, avec tout le respect que j'ai pour Maxime, on parle d'un joueur qui a joué en Ligue 2, qui joue aujourd'hui au Dynamo Zagreb. Si on doit comparer avec des joueurs qui ont une pression de tous les instants pour gagner des gros titres, pour gagner des, ça doit être aussi encore plus fort et encore plus dur. Et je pense que cette aide-là, elle doit être à fournir à pas mal de joueurs. Je sais pas si tu l'avais suivi, mais moi j'avais eu une interview très intéressante de Jason Sancho qui dit que en gros il a aussi fait appel à un psy entre guillemets par rapport à Manchester, mais pas seulement, mais aussi par rapport à ce qui s'était passé lors de la finale face à l'Italie à Wembley. C'est-à-dire qu'il le dit encore, il n'a toujours pas digéré ce qui s'était passé, les répercussions derrière. Alors que nous, on pourrait se dire, la finale a eu quand même... Il y a 3 ans. Il y a 3 ans, juillet 2021. Lui, il dit, et il travaille encore sur ça. Ouais, ça m'étonne pas parce que c'est des éléments qui marquent et qui peuvent nuire aussi à ta réputation. Je pense que lui, il a reçu des tonnes et des tonnes de messages et que tu vois, ça a été dur pour lui, mais il y en a plein, tu vois, et qu'importe le niveau en vrai, parce que tu parlais de pression pour les résultats, mais c'est même pas tant ça, c'est juste, tu vois, moi, je ressens pas de pression avant les matchs, je joue pour kiffer, mais c'est juste, j'ai tellement envie de jouer que je veux être performant la semaine pour qu'on me mette sur le terrain. Et c'est pas, tu vois, c'est pas la pression d'être bon, tu vois. Il y a des jours, je vais être moins bon et d'autres mieux et je le gère, tu vois. Mais c'est juste tellement la passion, elle est grande, t'as tellement envie de jouer, mais il y en a que 11, tu vois, que tu as tellement envie d'être bien tous les jours et qu'à un moment donné, quand tu es moins bien, tu cherches pourquoi. Et quand tu es moins bien avec le coach, c'est compliqué que ça fait du bien, tu vois. En parlant de jouer, de jeu, passons à la partie foot. Ouais, bah ouais. Passons Parce à la qu'on a partie vu que foot. tu étais fan au point de connaître les chants du Betis. Ouais. Le plaisir du jeu. Avant de parler du plaisir du jeu tel que tu le joues, mais ta consommation foot, c'est quoi? Est-ce que tu continues à regarder des matchs? Est-ce que tu regardes des matchs seulement des adversaires du championnat de Croatie et potentiellement des adversaires européens? Non, ou tu suis la Ligue 1 encore Ouais, Ligue 1, Ligue 2, tous les matchs, enfin quasiment quand je peux. Après, ouais, les gros matchs, j'en regarde un peu moins maintenant que j'ai ma fille, mais avant, tous ceux que je pouvais regarder... le championnat espagnol, donc... T'es un vrai passionné, quoi. Ouais, franchement, je kiffe. Et après, il y a des équipes que j'aime encore plus regarder parce que j'aime le beau foot, enfin, ce que moi j'appelle le beau foot, et parce que j'ai grandi dans les années Barça, Guardiola, et pour moi, le vrai foot, ça me faisait tellement kiffer en regardant ces matchs-là que tu vois, pour moi, l'apogée du foot, c'était ça. Ouais, c'est Big Bang footballistique. Ouais, quoi. Est-ce que ça se répercute sur ton jeu? Est-ce que la manière dont tu essayes de jouer est impactée par ce qui te fait kiffer en tant que fan de foot? Ouais, je pense. Ouais, je suis plutôt des qualités de relanceur à prendre des risques. Et j'ai tendance à vouloir être beau sans être... être esthétique. Ouais, voilà. Être efficace aussi, tu vois, mais prendre des risques, je trouve que c'est un spectacle, tu vois. Pour moi, le foot, ça doit être aussi agréable à regarder. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde, dans la direction qu'est en train de prendre le foot, c'est de moins en moins ça. Tu as de moins en moins de joueurs spectacles, tu vois, qui brillent, paillettes. Et avant, je trouve que tu en avais un peu plus. Je dis pas que c'est mauvais, mais je dis juste que c'est un foot qui est en train de devenir différent. Et que, ouais, t'en vois de moins en moins. Et ce côté étudiant du football, cette réflexion sur le football, tu l'as travaillé du côté du centre de formation de Rennes? Parce qu'on a l'impression, quand il y a des joueurs qui sortent du centre de formation Rennes, il y a une dimension esthétique qui est accolée à ces joueurs-là. Dembélé, Doué récemment, Kamavinga, et j'en oublie certainement. On a l'impression qu'il y a une réflexion qui est différente. C'est pas pour rien qu'on voit Rennes régulièrement meilleur centre de formation. Ouais, après, je me compare pas à eux. Hein, mais... oui. Non, mais après, après, tu sens qu'il y a un bagage commun, quoi. Ouais, on aime réfléchir sur le jeu parce que en centre de formation, on a toujours eu des systèmes de jeu bien élaborés, on a toujours eu le ballon, on a toujours ressorti de derrière avec des 6 qui s'ouvrent, des latéraux qui poussent et les ailiers qui rentrent. Tu vois, c'est ce qu'on a appris très tôt depuis U15. Donc quand tu sors de là et que tu l'as plus ou que tu le vois moins, avec moins de réflexion, et bah tu te dis, pour nous ça a été normal, tu vois, c'est le premier foot d'adulte entre guillemets qu'on a appris, et donc on a envie de le voir et d'avoir de la réflexion sur le jeu. Tu vois. Et toi aujourd'hui dans ton style de jeu notamment au poste de défenseur, est-ce que tu as eu des coachs très réfractaires à ton profil, à ton jeu? Parce que tu parlais d'être un beau joueur, l'efficacité doit primer aujourd'hui dans le football actuel. Moi, tous ceux qui me parlent de Maxime Bernauer, ils m'en parlent
de ce côté-là, en se disant c'est un beau joueur, un très très beau relanceur, mais que parfois il y a aussi des inconvénients dans ton jeu. Est-ce que tu as des entraîneurs qui t'ont déjà dit, je sais pas si tu as des anecdotes, mais cette passe qui casse la ligne, tu me la fais pas à ce moment-là, tu me joues le numéro 9, est-ce que ça t'a posé des problèmes? Ouais, quasiment tous les coachs que j'ai eus. Après, c'est comme ça, tu vois, je maîtrise pas les coachs, enfin, je maîtrise pas tous les coachs que j'ai. Et là, le coach que j'ai au Dynamo, c'est plus jouer sur les latéraux par rapport à ce que lui, il veut mettre en place, tu vois, et pas trop prendre de risques dans la première relance et plus laisser faire les milieux ou sur les côtés. Après, avec Thierry Loret, pendant longtemps aussi, c'était dur parce que je jouais pas, parce que lui, il voyait un défenseur pas comme un joueur de foot. Il m'a dit ça droit dans les yeux, tu vois, alors que pour moi, dans le foot, le défenseur, c'est le premier lanceur. Il me regarde dans les yeux un jour et il me dit, écoute, pour moi, le défenseur central, c'est pas un joueur de foot. Tu es là pour être le garant de l'équipe. Tu n'es pas là pour te faire plaisir. Et moi, c'est soit tu joues comme ça, soit tu joueras pas, tu vois. Et là, tu fais comment à ce moment-là? Là, je suis sorti de l'entraînement, j'ai appelé mon agent, je dis, écoute, je ne jouerai jamais avec ce coach. C'est impossible. Ouais. Et au final, j'ai fini par jouer, tu vois. Si, mais tu as fini par jouer, mais j'ai mon jeu. Tu sais comment c'est, tu t'adaptes un peu pour essayer de jouer, gratter des trucs à l'entraînement. Sur un petit ballon entre deux, d'habitude, tu aurais fait le petit crochet, tu mets un brin devant, tu dis sortez, et là, le coach qui te dit bien joué, tu vois, alors que dans ta tête, c'est pas du tout ce que tu aurais fait, et tu trouves que c'est pas bien joué, tu vois. Des fois, tu vois, Loret me disait, ouais, joue long, joue dans le dos. Je dis, mais on n'a rien mis, on n'a pas fait de décalage, tu vois, on venait de mettre le ballon en jeu dans une conserve, latéral, central, on joue, tu vois, où j'essaye de casser une ligne, et au moment où je ratais, qu'est-ce que tu me fais? Joue long dans la profondeur, mais dans l'espace, tu vois. Des trucs comme ça, où moi, dans la réflexion que j'avais eue dans mes années, quand j'ai appris le football, c'est pas ça du tout, tu vois. Ouais, c'était interdit. Et on allait te dire pourquoi. J'ai une anecdote. Quand je m'entraînais avec les pros à Rennes, un jour, je fais un jeu long sur Adrien Hunou qui part en prof. Il prend le ballon, il marque dans le petit but. Ben Arfa, il se retourne, il me crie dessus, il me dit, pourquoi tu joues long? Tu vois. Et je dis, mais, tu vois, on a marqué, tu vois. Il me dit, tu dois pas jouer long à ce moment-là. Et André, après, il me dit, ouais, il a raison, on ne devait pas faire comme ça, tu vois. Et d'un autre côté, derrière, j'arrive au PFC, où je veux, tu vois, réfléchir, faire le décalage. À un moment donné, il y a des phases de jeu à respecter, tu vois. Et c'était pas du tout ça. Il n'y a pas Jérémy Ménez qui était avec toi de ton côté pour te dire non? Non, il n'était pas là. Il n'était pas encore arrivé? Il était déjà parti. Mais c'est intéressant. Et un défenseur central, il cohabite comment avec ces deux pensées footballistiques qui sont complètement opposées? C'est dur, tu vois, c'est dur. Parce que même le coach que j'ai à Zagreb aujourd'hui, et je respecte, tu vois, il y a des coachs qui ont des visions différentes. Moi, ma vision du foot, c'est celle-là. Et aujourd'hui, il se fait que mes qualités sont celles-là, tu vois, qui collent un peu avec ma vision du foot. Si j'étais et que je faisais un 95, que j'étais un monstre dans les duels, et ça se trouve, j'aimerais le même style de foot, mais je serais pas le joueur qui correspond à ce que je vois, tu vois. Mais ouais, c'est dur, parce que comme tu dis, il y a des matchs où je fais des bons matchs, mais une ou deux fois, je vais anticiper, je vais vouloir passer devant l'attaquant, et ça t'ouvre un trou, tu vois. Et c'est ça que j'ai dû corriger aussi en montant de niveau, parce que plus tu montes, moins tu as le droit d'ouvrir et de faire des erreurs, et plus tu es dans le pragmatisme. Mais je veux pas perdre mon côté, tu vois, mes forces, l'anticipation, la relance, briser des lignes, la fixation. Même si demain je joue pas, je suis prêt à rester comme ça, tu vois. Et demain, il y a peut-être un coach qui aimera ce style de joueur-là. Mais est-ce que tu as appris quand même avec ces coachs-là? Ouais, c'est grâce à Loret, entre guillemets, que j'ai réussi à prendre mon niveau de performance, à être constant sur mon niveau de perf. Parce que dès qu'il y avait un match où je faisais un truc dans le match qui lui convenait pas, le match d'après, je jouais pas. Alors que j'avais beau... T'as gagné en concentration surtout. Parce que je savais que j'avais pas le droit à l'erreur. Et même après 10 matchs où j'étais vraiment bon, gagner tout, si un match, je faisais, je sais pas, un truc qui voulait pas, une passe qui cassait les lignes, mais interceptée, le match d'après, je jouais pas. Sur l'aspect concentration du défenseur, moi, j'aimerais te demander, parce qu'on en parle souvent, on en a parlé aussi avec Dembaba sur l'épisode de Dunkerque, sur l'aspect cognitif, concentration. Nous, on a beaucoup de débats avec beaucoup de défenseurs centraux qu'on trouve de grande qualité, mais qui souvent ont des déconnexions qui tuent leur match. Ouais, ça a été notamment avec Dayo. Il est en train de parce que quand il était jeune, c'était... Mais ça, tu l'as connu brut en plus. Ouais, et c'était encore
pas pire, mais il est carrément meilleur aujourd'hui, tu vois. Mais il est en train de le gommer, ça veut dire qu'il est en train de le Même gommer. s'il y a C'est beaucoup pas de encore fini, hein, c'est pas encore fini. Il y a des rechutes, mais souvent Upamecano, pas plus tard que la France-Pologne, son match il est parfait et t'as ce penalty. Comment on juge ces matchs-là en fait? Parce que nous, en tant qu'observateurs, et la difficulté, moi, on pense souvent à Balerdi, à l'OM, où nous on est fan de ce qu'il fait, de ce qu'il produit pendant 90 minutes, mais il y a des moments où il va sortir, où Saliba, première saison à Marseille, et où il va sortir, et il y a une erreur, où il y a un penalty, et en fait, comment vous devez gérer en tant que défenseur? Et nous aussi, c'est dur en fait finalement parce qu'il y a des mecs qui vont être bruts en disant non, mais il a coûté un but. Et comme le métier de défenseur, il est beaucoup plus ingrat qu'un offensif, moi je le dis toujours, mais un offensif, il rate 9 duels. Dembélé, il rate 9 duels. Il en gagne un, ça fait but. Il a réussi son match. Un défenseur qui a gagné 9 duels et qui en rate un, et il a raté son match. Donc ça, sur cette perception-là, raconte-nous un petit peu parce que ça doit être pas évident. Ouais, mais quand on est dans ce style de défenseur-là, tu peux pas, tu vois. La preuve, c'est que Balerdi, la première saison à l'OM, tout le monde lui crachait dessus. Et à un moment donné, cette saison, quand il a réussi à avoir ce niveau de constance dans la perf, il y avait toujours des petites errances parce que son style de jeu fait que c'est un joueur un peu plus à risque. Ouais. Et du coup, un peu plus critiqué quand ça marche pas. Mais quand ça marche, il y a tout le monde qui adore, tu vois. Et on se doit d'arriver à avoir un niveau de performance constant, tu vois, parce qu'on sait que demain, même un coach, tu vois, et je comprends les coachs, parce qu'aujourd'hui, les coachs, ils sont sur des espérances de vie archi courtes, et ils jouent leur vie à chaque résultat. 18 mois. Et même si tu as des coachs qui kiffent le beau football, si derrière tu lui coûtes un but tous les 3 matchs, Un emploi, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Si demain, les coachs, ils avaient un projet à court, moyen, long terme, il pourrait un Avec peu une plus garantie, se permettre, tu vois, d'amener ses joueurs à maturité. Mais aujourd'hui, tu es dans un foot qui fait que le coach, à chaque match, on est dans une obligation de résultat partout, tu vois. Toi, c'est qui t'influence aujourd'hui sur ton poste actuellement? Les mecs que tu regardes en disant purée, ça c'est... Ça j'aime bien. En vrai, je regarde tout. Hein. C'est pas parce que... Oui, mais... Ouais, franchement, comme ça, je saurais pas te dire, mais... Ou même auparavant, peut-être avant. Si tu vois le match qu'il fait, quand il a pas couru, il a pas sprinté du match, mais pied droit, pied gauche, externe. Contre Paris, tu parles. Hein. Ouais, il brise les lignes, il fixe. Tu vois, quand il faut fixer, il fixe. Il sait ce qu'il va faire, tu vois, il fait le décalage et tout. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus rare les joueurs comme ça, parce qu'on va te dire, ouais, si tu vas pas vite, c'est dur, tu vois. Et parce que le foot d'aujourd'hui réclame ça, tu vois. Mais t'en auras de moins en moins des joueurs comme ça. Juste sur l'aspect défenseur central technique, parfois, des coachs font la bascule et mettent ces défenseurs-là un cran plus haut, au milieu de terrain. On a les exemples, Marquinhos, ça joue au milieu de terrain. David Luiz. David Luiz, ça joue au milieu de terrain. Fabinho qui était latéral. Ouais, Fabinho. On a eu Bouba Camara qui, lui, s'est stabilisé au milieu de terrain alors qu'il est plutôt défenseur central de formation. Qu'est-ce que tu penses de cette réflexion-là? Est-ce que toi, tu dis qu'on t'a mis aussi en moment 6? Est-ce que c'est vraiment deux postes complètement différents ou est-ce que tu vois le process de réflexion? Ouais, je vois le process de réflexion. Après, ça dépend de l'animation de jeu. Parce que regarde Guendouzi, quand il jouait beaucoup en 6 reculé en venant derrière les deux defs centraux. Ça veut dire que demain, tu peux mettre un Marquinhos qui joue au milieu défensivement, mais qui, avec le ballon, passe entre les deux centraux. Et au final, il se retrouve un peu à cette place-là. Après, il y a des profils pour lesquels c'est faisable. Camara, Fabinho. Après, il y a des David Luiz, Marquinhos. Ça va jamais être fluide comme des vrais numéros 6, comme les Rodri, tu vois, ou les mecs comme ça, c'est naturel chez eux. Donc, ça dépend un peu de l'animation de jeu et du système de jeu, et de qualité vraiment intrinsèque des mecs à pouvoir s'adapter parce que ça va plus vite. Tu es quand même dans des zones où tu es plus vite sous pression, donc il faut voir avant. Alors que quand tu es def central, tu as tout le jeu devant toi, tu as le temps. Et voilà. Tu as beaucoup parlé dans tes réponses du foot actuel. C'est quoi ton regard sur le football actuel et sur ce qu'il est en train de devenir? Je te sens un peu frustré dans tes réponses. Je prends moins de plaisir à regarder. Je pense que c'est pas que moi. Hein. Je pense qu'il y a une réflexion générale chez les gens autour de ça, même à le pratiquer. Tu vois. Après, c'est peut-être parce que dans les dernières années, j'ai eu des coachs qui n'étaient pas du tout dans la même vision que moi, et du coup, ça a généré encore plus ça, tu vois. Mais il y a beaucoup de systèmes basiques, on défend d'abord bien et puis on fait confiance aux offensifs pour faire le taf parce qu'on va forcément marquer un but. Et
c'est moins, tu vois, il n'y a pas beaucoup de matchs où tu kiffes regarder et tu te dis, ouais, là, j'ai pris un plaisir fou. Et il n'y a pas, je dis pas faut pas, il n'y a pas que l'Espagne qui est beau à regarder, tu vois. Moi, aujourd'hui, quand je vois l'Allemagne, c'est football intensité, tu vois, c'est le football d'aujourd'hui, mais ça va presser haut avec le ballon. Il y a des joueurs de talent, Wirtz, Musiala, collectivement, c'est fort et tu vois leur intention de jeu, tu vois. Après, quand je vois des matchs où tu as Rabiot au milieu gauche, non, mais tu vois ce que je veux dire, où tu préfères mettre Rabiot. Et je comprends, encore une fois, parce que tu es dans une compétition à élimination, donc c'est pas le même format, tu vois. Mais si tu préfères mettre Rabiot au milieu gauche que Mbappé, qui va certes créer un petit déséquilibre, mais qui va te prendre tous les 1 contre 1 et qui peut te marquer 3 buts, tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu ça, de dire on préfère sécuriser, on est dans le foot de stats, on veut des joueurs qui courent beaucoup, des joueurs qui respectent ce que le coach dit, qui sortent pas du plan tactique. Et du coup, il y a de moins en moins de joueurs un peu talent, un peu qui sortent du contexte et qui sont à chaque fois qu'ils touchent le ballon. Tu vois, il y en avait avant. Tu penses qu'il y a Pastore, même Neymar à son époque, il y en avait. Riquelme, tu vois, avant, c'était des joueurs. Ronaldinho, quand il touchait le ballon, et il y en a plus récemment, tu vois, mais quand il touchait le ballon, tu savais qu'il allait se passer quelque chose. Aujourd'hui, tu es beaucoup dans l'efficacité absolue, tu vois. Tu penses que la notion de plaisir, parce que tu parlais de football plaisir tout à l'heure, la notion de plaisir à regarder, quelle part elle devrait avoir dans l'importance des résultats, parce que je sens que dans ton discours tu comprends aussi l'importance que ça peut avoir, et surtout est-ce que on doit forcément les opposer? Est-ce qu'il peut pas y avoir un football efficace fait de football plaisir? Si, je pense qu'il y a un juste milieu qui peut être trouvé. Après, ça vient aussi des dirigeants qui laissent des expériences de vie, comme je disais, courtes au coach. Du coup, le coach, il est dans une obligation de résultat. Et quand tu es dans une obligation de résultat, tu prends pas trop de risques. Donc, tu prends des joueurs qui prennent pas trop de risques. Et tu vois, c'est un cheminement, en fait, c'est un cercle vicieux. Ouais. Quand tu as des dirigeants qui arrivent et qui disent, moi, mon club, il doit fonctionner comme une entreprise et je veux que ça soit rentable à 1 an après que j'arrive, tu sais que tu as 1 an, tu vois, derrière, et que tu n'as pas le choix tu peux pas prendre trop de risques, toi, en tant que coach. Donc, tu peux pas mettre un style de jeu en place à risque, et derrière, tu prends pas des joueurs à risque. Tu vas prendre des joueurs où tu es sûr qu'ils vont pas te faire d'erreurs, et tu es dans du pragmatisme absolu, tu vois. Je reprends aussi une de tes phrases, là tu parles des joueurs qui sortent pas du cadre. Quelle doit être la liberté d'expression d'un joueur? On sait qu'on est aussi dans un football de plus en plus tactique. Alors je sais pas si c'est un football qui est plus tactique ou si on en a beaucoup plus conscience maintenant. Il y a beaucoup de tableaux noirs et moins de liberté. Et voilà, et à partir de quel moment les joueurs doivent être maîtres de ce qui se passe et plus les préceptes que le coach va donner sur tableau noir et qui peuvent être mis à mal par l'adaptation de l'autre équipe, quoi. Après, tu vois, on est 11 sur un terrain, donc ça veut dire que si tu en as 1, 2 ou 3 qui prennent des libertés sans trop déséquilibrer, mais qui déséquilibrent quand même. Aujourd'hui, tu as Kanté, Rabiot qui peuvent te couvrir quasiment toute la largeur sur une contre-attaque le temps que les autres viennent. Tu vois ce que je veux dire? Tu es dans un foot où tu as des joueurs de plus en plus complets qui peuvent compenser à un moment donné, pendant une action ou une partie d'action, le manque d'un joueur. Et je vois pas pourquoi aujourd'hui on se priverait d'un moment donné de foot de déséquilibre, alors que tu vois, Mbappé, quand il était à Monaco, c'était un joueur de déséquilibre. Aujourd'hui, je trouve que de moins en moins, tu vois. Et du coup, tu prends un peu moins de plaisir à le voir jouer. Et à ce moment-là, quand tu parles de déséquilibres qui peuvent être amenés par les offensifs, quelle est la différence entre on va mettre en place des tactiques et liberté totale laissée aux attaquants? Parce que ça a souvent été aussi un discours qu'on a eu en France. Nous, on met les coachs qui disent nous, on met le cadre. Ouais, nous, on met le cadre, et puis après, les attaquants, ils font ce qu'ils veulent. Quelle est part c'est de l'entraîneur qui va insuffler ça. Aujourd'hui, De Zerbi, c'est plaisant à voir jouer, mais les joueurs, ils respectent le cadre à 100%. Tu vois. Et pourtant, c'est plaisant à voir jouer, parce qu'il sait qu'à un moment donné, dans ses actions, il va avoir des mythomas qui doivent faire les 1 contre 1 pour pouvoir déséquilibrer les blocages. Toi, tu penses, Maxime, qu'il y a un modèle de jeu préférentiel? Non, mais aujourd'hui, comme je te dis, il n'y a pas beaucoup de coachs qui prennent des risques, et le peu qui prennent des risques, ces derniers temps, ça marche, tu vois. Tous ceux qui innovent, avec Bologne, Thiago Motta, ça a marché. De Zerbi, bon, avec Brighton, ça a été parce que tu es en première ligue aussi, mais avec Sassuolo, tu finis 6e. Xavi Alonso, dans les systèmes de jeu, ça paraît classique, mais dans l'animation, tu
tu vois, et parce que les gens, ils se questionnent pas forcément sur comment l'animation elle est mise en place, donc ils pensent que c'est classique. Et aujourd'hui, tous ceux qui arrivent avec des nouvelles idées, en respectant le foot d'aujourd'hui, mais en ayant des nouvelles idées et en sortant un peu de ces schémas classiques de dire on va jouer 4-4-2, on défend 4 à plat et on coulisse, et derrière, dès que tu animes un peu et que tu mets les séparités au milieu, le carré au milieu, le losange dans les demi-espaces, tu vois, ça marche, tu vois, parce qu'aujourd'hui, tu as une réflexion. Et c'est pour ça, je pense aussi qu'il y a de plus en plus de petits clubs qui arrivent à battre de plus en plus de gros clubs, tu vois. Je te prends un exemple. On peut parler de Girona aussi. Girona, moi cette année, j'ai suivi toute l'année l'incorporation des latéraux de Miguel Gutiérrez qui était à gauche et qui jouait au milieu de terrain dès qu'il y avait le ballon. Et pendant de l'autre côté, l'autre Yann Couteau, il partait et il allait à fond de l'autre côté. Tout de suite, ça te faisait une supériorité qui était. Même le Mignan avec Concarneau, avec son effectif, de mettre un latéral plus haut, l'autre latéral à l'intérieur. Donc tu fais une base à 3, mais derrière, comme c'est pas classique, et que tu n'apprends pas ça en formation, si tu n'as pas un coach qui te fait une analyse vidéo la semaine pour préparer ton match, toi, tes joueurs sur le terrain en face, tu dis comment on défend comme ça, alors que normalement, ils étaient censés jouer en 4-4-2, tu vois. Alors que quand ils jouent, c'est un 3-5-2 avec un ailier qui rentre et l'autre ailier qui reste large un peu plus bas, tu vois. Et derrière, comment on presse. Et dès que ça sort du cadre classique, ces systèmes de jeu, en face, pour des joueurs qui sont dans un cadre classique, ça devient compliqué parce que c'est pas dans les normes de ce qu'on a appris depuis le début, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que ces entraîneurs-là qui amènent ça arrivent à réussir aujourd'hui le temps que ce qu'ils font commence à être insufflé. Après, Maxime, c'est intéressant ce que tu dis, mais il y a pourtant une équipe qui vient de remporter la Ligue des Champions. Tu as un entraîneur, Carlo Ancelotti, qui dit que pour lui, un entraîneur doit faire le moins de dégâts possible par rapport à son équipe et qu'en gros, le cadre n'est pas la priorité. On a pourtant ce qu'on veut, avec notamment cette idée que les joueurs prennent leur destin en main. Ouais, après, quand tu as les meilleurs joueurs à chaque poste, c'est plus facile. Certaines exceptions. Après... je suis d'accord avec toi. Moi, je prends pas énormément de plaisir à voir le Real jouer. Tu vois, c'est paradoxal. Vinicius et Rodrigo sur les contre-attaques, tu sais qu'il va y avoir du feu, tu vois. Mais oui, j'ai pas dit que ça pouvait pas marcher. Je dis juste qu'aujourd'hui, tu prends de moins en moins de plaisir en regardant ça et que si tout le monde commence à aller là-dedans, il y a de moins en moins de personnes qui vont... Aujourd'hui, tu regardes quoi ? Tu regardes les gros matchs, les finales, et je parle des gens lambda qui veulent regarder le foot. Et tu mets le match pendant l'apéro et tu regardes pas le match avec passion en disant ouais, je vais louper quelque chose. Parce que tu regardes les résultats, les actions chaudes et voilà. Quand tu es sur le terrain et que tu es face à une équipe qui joue de ce style-là, là, qu'on vient de parler, soit tu fais partie de cette équipe-là, est-ce que tu sens l'équipe qui est en face et les joueurs de l'équipe qui est en face qui n'ont pas forcément préparé ce schéma-là, qui sont complètement perdus dans leur manière de devoir défendre, même parfois d'attaquer, puisque les placements sont aléatoires. Est-ce que tu as des joueurs à toi qui t'ont dit mais alors attends, je sais plus qui je dois prendre, comment je dois me placer? Ça fait un moment que j'ai pas connu de coach qui me mette dans cette situation-là, dans mon équipe. Mais moi, quand j'ai joué par exemple le Betis, on avait travaillé le pressing et derrière, eux, ils se sont adaptés en cours de match parce qu'ils ont vu qu'on allait presser comme ça, ils réadaptent et derrière, tu vois, on ne sait plus. Parce qu'il n'y a pas cette réflexion sur le jeu de dire il faut avoir les joueurs. Comme tu dis, Ancelotti, il sait que demain, s'il y a un changement tactique en face, il y a Modric, il va dire on passe comme ça parce qu'eux, ils sont comme ça. Et lui, il laisse faire. Mais si demain, tu n'as pas les joueurs et que tu n'as pas les joueurs qui ont été formés à réfléchir comme ça, c'est dur. Donc c'est beaucoup plus à la base qu'on doit regarder, notamment sur cette idée de développer son intelligence footballistique. Ouais, je pense. Toi, qu'est-ce que tu penses des nouvelles technologies, notamment qui accompagnent ces coachs-là ? On parle beaucoup de data aujourd'hui, on parle de staff très très étoffé. Toi, tu le ressens Il y a ça au Dynamo Zagreb ou pas ? Il y a ça au Dynamo ? Il y a des data, après ils s'en servent pas trop, tu vois. Mais après, ça dépend de chaque coach. Hein. Bon, t'as pas un membre du staff qui vient te voir et qui te dit bon bah voilà, on a analysé via data tes performances sur tel ou tel match, t'as fait ça, il faudrait que tu fasses plus de trucs. Pas là-bas. Ça, franchement, ils sont assez tranquilles. Mais même avec la data, c'est que du plus si tu t'en sers bien. Tu vois, c'est comme tout. Parce qu'aujourd'hui, c'était un peu la mode de se servir des data, mais si tu sais pas analyser les data, en vrai, tu peux pas t'en servir. J'étais contre avant, tu vois, parce que moi, quand je regardais mes datas de match, après PAOK, par exemple, je regarde SofaScore, je vois 0 duel joué sur 90 minutes. Je suis dev central, on a pris 5-1 au PAOK, j'ai joué 0 duel. Et du coup, j'ai une note de merde, tu vois. Mais c'est un algorithme. Je sais même pas si c'est un algorithme, SofaScore. Après, SofaScore, c'est pas... Tu m'as compris, mais c'est une sorte de data que les gens peuvent regarder. Oui, bien sûr, oui. C'est un type d'algorithme. Tu vois. Et derrière, c'est jusqu'où va la limite de l'algorithme. Tu vois, est-ce que les gens qui regardent la data dans les clubs
regarde d'abord la data et après le terrain, ou d'abord le ressenti terrain et s'appuie sur la data. Et quand j'avais parlé de ça avec Julien Maumont après le match du Havre PFC, ça m'avait un peu conforté, tu vois. J'avais dit, si les gens qui travaillent avec ça dans les clubs savent les utiliser, il n'y a pas de problème. Mais si les gens veulent juste s'en servir, ils regardent, lui il est pas bon dans les duels, mais si demain le duel tu l'évites en passant devant et l'algorithme il l'a pas calculé, tu vois, ça a une certaine limite. Elle doit être accompagnée de la vision, ouais, de la vision vision. du match, quoi. Elle doit surtout être vulgarisée, c'est surtout ça le plus important, parce qu'en gros ne pas se cacher derrière la dimension scientifique du chiffre. Enfin, vulgariser pour ceux qui veulent absolument la comprendre, mais je pense que ceux qui sont dedans, ils Justement, ceux qui sont recrutent avec la data, je pense qu'ils ont que des mecs qui savent s'en servir, tu vois. oui. Et je pense qu'ils ont des milliers de mecs dans la data qui ressortent, mais qui visuellement c'est pas ce qui leur convient. Exactement. Est-ce que toi, c'était un truc, ça te dégoûte pas un peu ou pas? Parce que tu disais, là, tu parlais de ta note SofaScore, Non, etc. parce que, en vrai, je joue pas pour ça, tu vois. Si demain j'ai des data pourris, des data pourris. Mais que ça prenne un peu de moi, place. Je prends du plaisir. Ouais, après, c'est comme ça. Tu peux rien y faire en tant que joueur. Ton rapport, juste. Comme je t'ai dit, c'est du plus. C'est comme les nouvelles technologies. C'est ce qui fait aussi que les joueurs sont prêts de plus en plus tôt. Avant, tu voyais rarement des jeunes de 16 ans, il y a 20 ans, être prêts aujourd'hui. Et c'est parce que les technologies, les data, les machines de musculation, c'est de plus en plus poussé que les mecs, ils arrivent à être prêts de plus en plus tôt. Sur l'aspect athlétique, tu ressens qu'aujourd'hui, il y a énormément d'athlètes plutôt que des mecs qui sont ultra talentueux dans le foot actuel. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, un coach qui préfère un numéro 6 qui court beaucoup qu'un mec qui va organiser le jeu et courir un peu moins. Tu vois, t'en vois pas beaucoup des Busquets. T'en verras pas trop. Mais c'est rédhibitoire aujourd'hui l'aspect physique si t'es pas prêt athlétiquement. T'as des souvenirs de joueurs qui étaient avec le ballon hyper inspirés, très beau techniquement, mais qui physiquement peut-être étaient un peu en deçà et qui n'ont pas passé le cap. Que j'ai connu génération 2000 à Rennes et au Panathinaikos là. Et pareil, il n'arrive pas, mais avec le ballon c'est exceptionnel. Je le comparais à Xavi ou Iniesta. Il voyait tout avant. Sauf que physiquement, il faisait 1m60 et 1m70 et dans le foot d'aujourd'hui, c'est dur. Et après, je dis pas, ça a toujours été un peu comme ça. Après, avant, les blocs étaient plus étirés, il y a un peu plus d'espace, un peu moins. Mais ouais, on est dans un foot qui tend de plus en plus vers ça. Après, c'est aussi dû à la vision des coachs. Si demain, tu as 3 coachs qui arrivent et qui disent « moi, je veux ressortir de derrière » et que ça marche, tout le monde va... Tu vois, si demain, l'Espagne il gagne l'Euro, tout le monde va dire « ouais, en fait, le foot de possession, ça marche encore ». C'est vrai. Tu vois, alors que si l'Allemagne gagne, tout le monde va dire « ouais, en fait, le modèle de jeu préférentiel aujourd'hui, c'est comme l'Allemagne ». Tu as les pré-0 avec des monstres physiques et 2-3 joueurs techniques. Tu vois, et si la France gagne, on va dire « ouais, en fait, il faut pas travailler ». Il faut faire 4-4-2, prendre pas de risque et ça finira... Mais encore une fois, c'est des compétitions à élimination directe. Ça veut dire que sur le long terme, est-ce que ça va marcher? Tu vois ce que je veux dire? Deschamps, il a plus de chances de gagner les compétitions. En jouant comme ça, il a plus de chances de gagner des Euros ou des Coupes du Monde que des championnats, je pense. D'ailleurs, ça n'intéresse plus trop de prendre un club. De prendre un club, ça n'intéresse plus trop. On te sent passionné, etc. Alors, tu es encore jeune, tu as 25 ans. Et je te pose même pas la question de savoir où est-ce que tu veux jouer, quelles sont tes aspirations, etc. Mais l'après-carrière, tu as envie de... C'est quoi C'est tôt quand même, là, il a 25 ans. Je sais, mais là, je l'entends. Souhaitons-lui déjà pas mal de choses dans sa carrière. Non, mais est-ce que tu as déjà peut-être une réflexion dès maintenant de te dire, ouais, coach, ça me bute, j'aimerais bien. Coach, directeur sportif, je sais pas, tu vois. Mais c'est un truc, t'aimerais rester dans le foot. T'aimerais rester dans le foot quoi qu'il arrive. Pouvoir avoir un impact sur un club ou une équipe, parce qu'aujourd'hui j'ai pas été pleinement satisfait des coachs que j'ai eu. Si demain j'ai pendant 10 ans encore tout le reste de ma carrière des coachs et je vois qu'il y a plein de coachs qui arrivent comme ça, des mecs comme Pierre Sage, Francaise, tu vois, des mecs qui arrivent avec des idées un peu novatrices et ça fonctionne. Et c'est peut-être aussi parce que je le vois pas que j'ai envie d'essayer. Et au-delà de ton rôle de coach après carrière, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là sur la suite de ta carrière? Est-ce que tu as encore des objectifs, une ambition? Est-ce que c'est une notion de plaisir de trouver ton coach, ton âme sœur que t'as pas encore trouvé footballistiquement? Est-ce que je te conseille Michel à Girona, c'est pas mal. Michel à Girona, je pense que tu j'ai pas de plan de carrière, faire. ça dépendra aussi du temps de jeu que j'ai. Si demain ça se passe bien, même avec un coach qui me correspond pas, si je fais une saison pleine au Dynamo, je vais rester au Dynamo. Si je vois la prépa, je joue pas, je demanderai à partir jouer et j'essaierai de trouver un club et un coach qui correspond à mes qualités. Tu vois, je veux juste kiffer sur le terrain et si demain je dois être un joueur de club pendant 10 ans parce que j'ai trouvé mon plaisir, ça me va. Et si demain je dois faire 10 clubs encore parce que c'est comme ça, je le ferai. Tu vois. Après, je veux juste aller au maximum de ce que je peux faire avec mes qualités
Et voilà, pour juste. Tu penses que tu peux encore progresser, tu peux Ouais, step. c'est sûr, ouais. C'est sûr. Sinon, j'en serais pas là, tu vois. Notamment dans l'anticipation, je sors un peu trop fort sur les attaquants parce que je veux tellement récupérer le ballon que des fois, quand je le récupère, c'est bien, mais comme je te disais, quand je le récupère pas, ça ouvre derrière et ça peut être dangereux, tu vois. C'est des trucs que plus tu montes, moins t'as le droit et il faut que j'arrive à gommer ça. Tu parles croate couramment là, c'est bon? Toujours pas? Non. Pour te donner une idée, c'est comme si je te demande si tu parlais autrichien. Ah ouais, d'accord. C'est hardcore. Non, c'est pas le cas. Bon. C'était sympa, hein? Ouais, merci Maxime. Merci Maxime, c'était hyper sympa de t'avoir pour avoir ta vision foot et puis ta vision globale de ta carrière et puis même il y a de l'aspect mental, ça c'était vraiment cool. Donc merci. On viendra en Croatie te voir cette année si tu restes avec plaisir. Maximir, ça ressemble à quoi? Écoute, c'est vieux stade. Il est temps qu'il le rénove. Après, quand il est plein, ça envoie. Moi, j'avais été à Split. J'avais vu un match de l'Hajduk contre le Lokomotiv Zagreb. C'est exceptionnel. Moi, je me souviens, il y a quelques années, Zagreb qui tape Tottenham de Mourinho. Et d'ailleurs, c'est l'un des derniers matchs de Mourinho. Et Lloris avait pété un câble, ambiance extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Zagreb, Split, c'est exceptionnel. T'as 33 000, c'est fou. On a été à AEK. C'était fou, en plus avec ce qui s'était passé avant. PAOK, c'était exceptionnel. Betis, tu vois, et c'est ça aussi, ce choix de carrière, ça me permet de pouvoir vivre ça à ce moment-là, alors que si j'avais fait d'autres choix, j'aurais vécu d'autres choses, mais pas ça, et ça me fait kiffer. Et petite question personnelle, tu l'as vécu comment, la contre-performance de la Croatie sur l'Euro? Bah écoute, assez déçu pour eux. Après, c'est pas une équipe qui met en place des choses vraiment flagrantes, tu vois. Ils ont toujours été dans ce truc de dire, nous, ça nous dérange pas de défendre, un peu à l'image de la France, tu vois, de dire, on arrive toujours à gagner, qu'importe la manière. Et là, tu vois, ils y arrivent pas et ça m'étonne pas trop, tu vois. Bon, c'était une fin de génération aussi, notamment fin de génération, terrain, avec un coach qui hésite un peu à mettre le 109, les jeunes qui arrivent, alors que t'en as des bons, tu vois. Mais c'est dur de faire la transition sur une compétition importante comme ça, surtout quand ça démarre mal. Ouais. Mais après, c'est qu'une compétition. Il y a des talents, franchement. Bon, merci Maxime. Merci Maxime. Merci à vous. Merci Walid, merci Elton, merci à Fares Hachem. Plein de bonnes choses. On va te souhaiter la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, minimum. Ouais, nouveau format. En plus, moi je le teste dans FM. Dans FM, c'est un format de fou furieux. Franchement, c'est trop bien. Merci Elton, merci Walid, merci à Fares Hachem qui a préparé et réalisé l'émission. Merci aux socios qui étaient là avec nous. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus si vous avez aimé cette interview. C'est impossible de ne pas aimer. Franchement, c'était cool. Hein. Ouais. C'était vraiment bien. Merci à toi, bonne saison. Merci. Et puis à très vite dans le Club des 5. Ciao tout le monde. Ciao.